Il sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo assure la mise en plaisir de vous présenter. Inès Gakiza est à la prise d'image. Bienvenue, amis fidèles, au journal de la RPA de ce vendredi 29 novembre 2019. Tout de suite, les grands titres. La persécution à l'endroit des Burundais réfugiés en Tanzanie se poursuit. Dimanche dernier, un jeune Burundais vivant au camp de Nyarugusu a succombé aux blessures lui infligées par des policiers tanzaniens. Les propriétaires de bistrots disent travailler à perte depuis une semaine. La raison n'est autre que la récente mesure du maire de la ville de Bujumbura, les contraignant à prester 4 heures seulement par jour. Une mesure soi-disant prise pour booster l'économie du pays. Dans ce magazine, nous vous parlerons également éducation où les étudiants de l'université du lac Tanganyika s'insurgent contre la mauvaise organisation du dit établissement, un désordre qui les pénalise alors qu'ils n'en sont pas responsables. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, un réfugié burundais du camp de Nyarugusu est mort dimanche dernier suite aux coups lui infligés par des agents de la police tanzanienne. Tabassé pour s'être aventuré en dehors du camp sans document d'identification, les réfugiés de ce camp demandent que justice soit faite, que ces policiers cessent de les malmener et de violer continuellement leurs droits. C'est un dossier sur lequel nous allons revenir si le temps nous le permet. Et en parage de justice, mise en délibéré hier par la Cour d'appel de Paris du procès qui oppose Pierre Nkurunziza à maître Bernard Menga, David Gakunzi et la télévision France 3. L'acquittement des accusés ayant été acquis suite au non-appel du ministère public contre la décision de la première instance qui les a acquittés de l'infraction de diffamation dont les accuse le président burundais. Les débats devant la cour d'appel ne concernent que le civil, c'est-à-dire le dédommagement. Pourtant, selon les sources présentes lors de l'audience de ce jeudi, l'avocat de Nkurunziza a demandé que le premier jugement soit réformé et la Cour d'appel de Paris rendra son jugement le 16 janvier de l'année prochaine 2020. Et parlant toujours justice, nous sommes au 39e jour de détention de nos confrères du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province de Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza, libérés provisoirement par la cour d'appel de la commune Nahangwa, sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Une courte pause et nous poursuivons avec ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, les tenanciers prestants en mairie de Bujumbura ne décolèrent pas suite à la mesure limitant les heures d'ouverture des bistrots et des bars de la capitale. Une semaine après cette décision prise par le maire de la ville, ils disent enregistrer énormément de pertes, d'où ils considèrent cette mesure comme une façon de les pousser à mettre la clé sous la porte. Le point avec Walter Quizera. Certains propriétaires de bistrots de la capitale regrettent la mesure du maire de la ville de fermer leur bistrot à 21h. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que la mesure occasionne des pertes énormes dans leur commerce. L'un parmi eux témoigne. En ce qui concerne mes clients, avant cette mesure, jusqu'à 20h du soir, je n'étais pas encore à mesure de vendre 2 caisses de bière. Mais à partir de 21h, comme c'est le moment où les clients fréquentent beaucoup les bistrots, je pouvais vendre jusqu'à 12 caisses et la fermeture était entre minuit et 1h. Mais pour le moment, nous fermons avant de vendre même la moitié d'une caisse.
On ne peut pas étancher sa soif pendant seulement 30 minutes. Le premier jour de cette mesure, nos clients ont été chassés et certains ont été obligés d'entrer dans leur véhicule pour y terminer leur dernière bouteille. Ce genre de comportement chasse nos clients. Ces propriétaires des bistrots ajoutent qu'ils n'arrivent plus à écouler la moitié de la quantité qu'ils vendaient avant cette mesure. Par semaine, je pouvais vendre au moins 56 caisses, mais le constat déjà fait est que si tu arrives à vendre 10 caisses, ce serait un miracle. Même les propriétaires de grands bistrots ne savent plus à quel sens se vouer. Personne n'ose en parler. Tout le monde a peur suite à l'ampleur de cette mesure. À partir de 20h30, les véhicules de type pick-up sont garés devant les cabarets à l'affût de ceux qui dépassent l'heure de fermeture. De surcroît, il déplore le fait que les autorités administratives ne se soucient point de leur sort. D'où certains sont contraints de mettre la clé sous la porte. On ne peut rien faire car, pour le moment, si tu oses demander quoi que ce soit, on te qualifie d'opposant du régime en place. Exécuter cette mesure, ça revient simplement à fermer définitivement les bistrots. Il demande à cet effet au maire de la ville de Bujumbura de revoir cette mesure qui vient de passer une semaine à être mise en application. Walter Kwizera est en transition. Passons à la page éducation pour parler des grognes des étudiants de l'université du lac Tanganyika située en mairie de Bujumbura. Des grognes qui s'observent suite aux années académiques qui sont élastiques. Un phénomène qui serait lié à la mauvaise organisation et au manque de rigueur. Aujourd'hui, ces étudiants demandent que le calendrier académique soit respecté vu que les conséquences dont le retard dans la passation se répercute toujours sur eux. Le point avec Nadège Irakoze. L'un des exemples évoqués par les étudiants de la faculté de l'économie qui montre la mauvaise organisation dans la dispensation des cours observés dans les différentes facultés de l'université du lac Tanganyika et le non-respect des horaires des cours. Ce qui fait que l'année académique, qui devrait normalement durer 9 mois, va durer plus de 12 mois. Normalement, l'année académique s'étend sur une période de 9 mois. Mais à l'université du lac Tanganyika, surtout dans la faculté d'économie et même dans d'autres facultés, l'année académique peut s'étendre sur une période de 12 voire 15 mois. Ce phénomène est dû au manque de suivi de l'administration sur la dispensation des cours. Certains professeurs peuvent s'absenter pendant 2 semaines en dispensant des cours dans d'autres universités. Cela entraîne des retards au niveau des programmes. Ce problème de non-respect des horaires des cours fait que les années académiques deviennent élastiques et que la nouvelle année académique débute alors que l'autre année en cours n'est pas encore terminée. Je vous donne un exemple le plus récent. Ceux de la première candidature en économie ont commencé l'année académique le 15 janvier 2015, une année académique qui a pris fin en juillet 2016. L'année académique suivante a commencé en janvier 2016. C'est-à-dire que ces derniers ont débuté l'année alors que l'année académique en cours n'est pas encore terminée. Cela a continué à se manifester jusqu'en première licence et même dans d'autres facultés. L'autre conséquence liée à ces années académiques qui durent longtemps est que les étudiants qui doivent refaire l'année ne peuvent pas passer les premiers examens des compléments. S'il arrive que des étudiants échouent, dans ce cas, ceux qui ont réussi ont des chances de faire la première session et la deuxième session, alors que ceux qui reprennent l'année sont obligés de faire la deuxième session seulement. À propos des grognes de ces étudiants, nous n'avons pas pu joindre au téléphone le professeur Évariste Ngaye Menda, recteur de l'université du lac Tanganyika, pour nous donner des éclaircissements sur ce problème. Merci à toi Nadège Irakoze. Revenons sur notre page sécuritaire où un réfugié burundais du camp de Nyarugusu est mort dimanche dernier suite aux coups lui infligés
par les agents de la police tanzanienne. Tabassés pour s'être aventurés en dehors du camp sans document d'identification, les réfugiés de ce camp demandent que justice soit faite, que ces policiers cessent de les malmener et de violer continuellement leurs droits. C'est un reportage signé Vicky Chris Nineletse. Il s'appelait Ozier Irangonda et était un réfugié du camp de Nyarugusu, situé en République unie de Tanzanie. La dernière fois que sa famille l'a vu encore en vie, c'était le jeudi 21 novembre. Selon des sources en provenance de ce camp des réfugiés, les membres de sa famille, de même que ses voisins, ont commencé à s'inquiéter quand ils ont vu qu'il ne rentrait pas, d'autant plus qu'il souffrait de maladies mentales. Malheureusement, poursuivent les mêmes sources, ni les chargés de la sécurité du dit camp, ni les responsables du camp de Nyarugusu. Personne ne leur est venu en aide pour essayer de chercher où se trouve ce jeune homme. Mais le même jour, un autre réfugié leur a annoncé qu'Ozier avait été arrêté par la police tanzanienne. Cette dernière, poursuivait nos sources, lui reprocherait de se promener sans aucune pièce d'identité. La même personne qui a informé la famille sur cette arrestation leur a également révélé que le leur se trouvait dans un très mauvais état car il avait été sérieusement passé à tabac par les policiers qui ont procédé à son arrestation. Mal en point, continue à révéler nos sources, Ozier aurait été conduit à l'hôpital d'Okabanga avant d'être transféré à celui d'Okasulu à cause de sa situation qui ne cessait de s'aggraver. Mais après 3 jours d'hospitalisation, il finit par rendre l'âme. C'était le dimanche 24 novembre. Le même jour, le corps d'Ozier fut ramené au camp de Nyarugusu, où il passera 3 jours dans la morgue du centre de santé de la place avant d'être inhumé. Les informations recueillies sur place révèle que la famille a eu beaucoup du mal à récupérer la dépouille du leur. Révoltés, les réfugiés burundais de Nyarugusu demandent au gouvernement tanzanien de tout faire pour traduire en justice les policiers en question afin qu'ils répondent de leurs actes. Quant au HCR, il leur a été demandé de s'impliquer davantage dans la protection et le bien-être des réfugiés burundais, vu que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de ce genre d'actes. Contacté à propos, Martin Otieno, responsable de la police en province d'Okigoma, où est implanté le camp de Nyarugusu, nous a promis d'ouvrir une enquête. Je vous rappelle que vous pouvez également demander à recevoir les informations de la RPA en nous envoyant un message WhatsApp au numéro suivant, le plus 49 151 294 16 348. À part le rôle de témoigner contre les auteurs des crimes dont elle a subi, la victime des crimes relevant de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, peut aujourd'hui participer à toutes les procédures judiciaires jusqu'au dédommagement en cas de condamnation de l'accusé. À la 3e semaine de la campagne de sensibilisation des victimes des crimes commis depuis l'éclatement de la crise de 2015, le porte-parole de la CPI explique qui est considéré comme victime et les droits lui réservés. Fadi El Abdallah, c'est le porte-parole de la Cour pénale internationale. Les règles de la Cour pénale internationale prévoient 2 types de victimes devant la CPI. Tout d'abord, la victime peut être une personne physique, c'est-à-dire un individu, qui a subi un préjudice ou un dommage. Ce préjudice personnel doit résulter d'un crime relevant de la compétence de la CPI, comme par exemple le fait d'avoir subi des crimes contre l'humanité sous la forme de torture ou d'autres actes inhumains. Les victimes devant la Cour peuvent être notamment des victimes de violences sexuelles, des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Il peut également s'agir d'une personne ayant subi un préjudice du fait d'un crime commis contre une autre, par exemple lors de la perte d'un membre de la famille qui a été tué. Peuvent également être considérées comme victimes des organisations ou institutions dont un bien consacré à certaines activités comme la religion, l'éducation, l'art, les sciences, la charité ou l'action humanitaire, ou encore des monuments historiques ou des hôpitaux, qu'un tel bien a subi un dommage du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Il peut s'agir par exemple du cas d'une église ou d'une mosquée qui aurait été détruite lors des violences systématiques. Les victimes peuvent intervenir de différentes manières devant la Cour. Elles peuvent notamment envoyer des informations au bureau du procureur, lui demandant de lancer des enquêtes. Les victimes peuvent également témoigner devant la CPI si on leur demande de comparaître en qualité de témoin dans un procès. Et pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit, sous certaines conditions, d'avoir un rôle indépendant de celui de l'accusation.
en participant aux procédures via leur avocat. Elles peuvent aussi, à la fin d'un procès, demander des réparations, mais seulement dans le cas où la personne poursuivie est condamnée par les juges de la CPI. Plus de 2000 familles burundaises ont jusqu'ici entamé les procédures pour demander justice devant cette juridiction internationale. La campagne de sensibilisation des victimes a été lancée par la Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI en sigle, en collaboration avec le réseau des journalistes burundais pour la CPI. Une campagne qui va durer 90 jours. Cette semaine, c'est aussi la 3e semaine de la campagne de soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, nous parle des droits de tout être humain. Cette semaine, nous vous parlons des droits humains. C'est quoi les droits humains? Ce sont des libertés dont dispose chaque être humain de par sa vertu de dignité humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 établit des principes de conduite pour toutes les nations. Ils sont classés en 3 catégories par les Nations unies. La première catégorie contient les droits civils et politiques dits de première génération, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, les libertés familiales telles que la liberté du mariage, le droit à la filiation et bien d'autres, les libertés politiques comme le droit d'élire et de se faire élire, le droit de résistance à l'oppression, le droit d'association et de réunion pacifique, et j'en passe. La deuxième catégorie, ce sont les droits économiques et socio-culturels dits de seconde génération, incluant le droit au travail, le droit à l'éducation, à la santé, etc. La troisième catégorie, ce sont les droits collectifs dits de 3e génération, incluant les droits environnementaux, le droit au développement, le droit des peuples autochtones, le droit des minorités, etc. Ceci est un message de la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, ainsi avec l'appui du gouvernement du Canada. Durant 13 semaines que va durer la campagne, cette coalition reviendra sur le travail des défenseurs des droits de l'homme, les tortures qu'ils subissent ainsi que sur la manière de les protéger. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 29 novembre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.